Première question, premier thème, celui des signes convictionnels dans la fonction publique. C'est un thème qui intéresse une part non négligeable des électeurs et des électrices. Et vous verrez que quand je vous disais tout à l'heure que je vais être carré, je vais véritablement être carré. Moi, j'ai tout simplement fait une analyse comparative des programmes, des positions et des prises de décision. De ce triumvirat, de ce triangle de critères et de paramètres, je dégage la situation suivante. S'agissant du port de signes convictionnels dans la fonction publique, les partis suivants sont favorables à cette possibilité. Je lis PTB, écolo. Les partis qui sont défavorables à cette possibilité, je lis MR, Défi, PS, CDH, écolo. Ça peut paraître contradictoire. Élément d'explication. Qui dit port de signes convictionnels dans la fonction publique dit principe de neutralité de l'État. Le principe de neutralité de l'État s'impose, comme son nom l'indique, à l'État, aux institutions publiques, mais aussi à celles et ceux qui sont les agents de l'autorité publique. Alors, dans une discussion comme celle-là, deux thèses s'opposent. La première consiste à dire qu'un agent public doit être neutre dans le service qu'il rend, dans les actes qu'il pose. Et l'autre thèse consiste à avancer que non seulement ce sont les services qui sont rendus qui doivent être neutres, mais c'est aussi l'apparence de la personne qui rend ce service qui doit être neutre. Mon point de vue et ma thèse en tant que juriste est qu'il est évident que la neutralité ne peut porter que sur le service rendu, parce qu'il n'existe aucune apparence objectivement neutre. Il n'y a que des apparences subjectives. Elles puisent toutes dans un substrat, une éducation, une culture, une époque, un temps, un rapport de force, des préférences culturelles, de mode, etc. Pourquoi est-ce que je cite écolo dans les deux catégories? Parce que écolo est favorable à cette possibilité, à une exception près, les fonctions dites d'autorité, à savoir les fonctions qui impliquent un ascendant particulier, une autorité particulière pour l'agent public. Dans cette catégorie, on retrouve les policiers, les juges, les enseignants, une série de fonctions critiques comme celle-là. Vous l'aurez compris, pour ce qui me concerne, dès lors que la neutralité porte sur le service rendu, peu importe en réalité qu'on ait une fonction d'autorité ou pas. Premier élément. Par rapport aux questions des ports de signes convictionnels, la position qui est celle du CDH, qui a été le fruit d'un bras de fer en interne, qui a été très très dur et très très long après l'élection de Maïnour Ozdemir en 2009, c'est celle qui a été prise à cette époque et qui est encore d'actualité. Le CDH s'est prononcé en son bureau politique pour que les ports de signes convictionnels dans l'administration soient définis comme tels. Pour le front office, c'est-à-dire les guichets, c'est interdit. Pour l'administration, c'est autorisé. Pour les fonctions d'autorité, c'est interdit. Police, armée, présidence d'assemblée, etc., etc. Pour l'enseignement, c'est à partir de 14-15 ans, 4e secondaire, avec l'accord de la direction d'école et du conseil de participation des écoles. Ça, c'est la position officielle qui a été votée au sein du bureau politique du CDH, et c'est la seule qui, pour moi, est une référence, et pas tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, qui ne correspond pas du tout à la réalité. Voilà. Je pense que ce sont les principaux sujets où j'étais en contradiction avec le médecin Guy. J'ai clarifié la position du CDH. Et puis, si certaines personnes souhaitent que je m'exprime sur mes positions, elles sont encore... Vous avez effectivement nuancé, voilà. Mais donc ça... Alors, ce qui concerne les signes convictionnels, alors là, je pense qu'il faut aussi bien voir que dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de loi fédérale ou de décret de portée générale interdisant quoi que ce soit. On se retrouve donc dans une situation où il y a des initiatives à chaque niveau de pouvoir public, depuis le niveau communal jusqu'au régional, en passant par les parastataux, les pararégionaux, les écoles et toute une série d'autres institutions. Je parle là de la sphère publique. Qu'est-ce que l'on a pu constater ces derniers temps? Que certaines institutions qui avaient des règlements d'ordre intérieur se sont vues censurées devant les tribunaux. Autrement dit, les tribunaux, mobilisant le corpus juridique, ont été amenés à considérer qu'il était disproportionné
et dès lors non fondée juridiquement, d'établir une interdiction de portée générale concernant les signes convictionnels. Je prends l'exemple d'Actiris. Eh bien, une fois que les tribunaux ont tranché, nous sommes légalistes et nous considérons qu'il n'y a pas à aller contre une décision de justice. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'initiative que pour poursuivre l'initiative politique, et notamment socialiste, pour poursuivre des procédures à l'encontre d'une décision de justice qui fixe les principes. Chez Actiris, c'est particulièrement clair. Je prends un deuxième exemple, et je veux ici citer Jean-Claude Marcourt, ministre de l'Enseignement supérieur, s'agissant, alors je ne sais pas s'il est là, mais Agib El-Hajaji pourrait en témoigner, c'est un dossier dont je me suis occupé et que j'ai suivi, mais quand il s'est agi à un moment donné de trancher la question du port des signes convictionnels dans l'enseignement supérieur, dès le moment où certaines institutions d'enseignement supérieur en Wallonie se sont vues, là aussi, signifier par le Conseil d'État que les règlements d'intérieur entravaient un certain nombre de principes plus fondamentaux, notamment constitutionnels, et bien là aussi, l'autorité publique, à nouveau socialiste et légaliste, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre dans cette voie. Très Donc bien, nous on en sommes des prend légalistes. note et on va revenir sur ce point dans les questions de l'emploi et de l'enseignement tout à l'heure. Les termes missions civilisatrices vous ont choqué, eh bien sachez que cette mission civilisatrice choque toutes les femmes musulmanes justement qui en sont l'objet chaque jour. Parce que justement, chaque jour nous entendons que nous devons être sauvés. Ce sont d'autres femmes et d'autres hommes qui nous disent que nous devons être sauvés de l'imposition du voile ou autre. Et nous disons, effectivement, nous devons lutter contre l'imposition et contre l'interdiction. Ce sont les femmes qui choisissent. Et donc la mission civilisatrice est vraiment celle-là. Ensuite, Non, mais tout le monde ne dit pas ça. non, j'ai pas dit. Ah non, je n'ai pas dit. Non, j'ai ciblé et puis avec comme ça on peut passer à la suite, etc. Et donc, le racisme n'est pas un délit malheureusement, madame. C'est l'incitation à la haine qui est un délit. En France, oui, mais pas ici. Deuxième chose. Troisième chose, oui, rappelez justement que la loi du 10 mai 2007 sur les discriminations, c'est important de revenir, pour répondre à madame, pas seulement sur les discriminations liées au genre, aux femmes, etc. Il y a vraiment, sur la base de la conviction religieuse, les articles 7 et 9, justement, de cette loi de 2007 qui protègent les femmes, par exemple, ou les hommes avec une kippa et autres, qui justement aimeraient faire valoir leur droit à la liberté de conscience et à la liberté d'expression de leurs convictions religieuses, mais aussi philosophiques. Et enfin, rappeler quand même les interdictions formellement émises par différentes cours. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y a pas d'article dans les articles propres aux agents de l'État, comme par exemple l'article 8, paragraphe 1 de la loi de 1937 portant statut des agents de l'État en matière de neutralité. Il n'est pas dit justement que les personnes doivent être neutres d'apparence. La neutralité d'apparence ne veut rien dire. C'est la neutralité des compétences et la manière dont nous allons être servis. Merci et beaucoup. Donc je m'étonne de ne pas avoir eu de réponse par rapport à l'accusation ou en tout cas à la condamnation du Conseil d'État de certains règlements d'ordre intérieur. Malheureusement... Tu parlais des discriminations faites aux femmes. Un chiffre, 9 victimes sur 10 ne portent pas plainte, parce qu'effectivement, comme tu l'as souligné, les procédures sont longues, il faut aller porter plainte, il faut avoir un avocat, il faut lutter, et beaucoup de gens ne le font pas parce qu'ils sont découragés, ils sont déjà victimes, ils sont déjà cassés. Et là, je suis obligé de raconter ce qui s'est passé en région bruxelloise. Anna Maran, on a touché un mot tout à l'heure, et je voulais vraiment développer le projet de testing qui a été au cœur du Parlement bruxellois pendant 2 ans et demi. C'est l'histoire de Samira Cécile. Samira Cécile, c'est une prof de français qui a le titre requis, qui a postulé ici dans un collège gétois, et en 10 minutes, Samira a été refusée, alors qu'elle avait le titre requis et les compétences. Elle a, comme elle me disait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont sur Facebook tous les jours, moi je vais tous les jours sur le site d'Actiris. L'offre a été relancée, ça veut dire que l'école cherchait toujours une place d'enseignante de français. Elle me dit, je suis étonnée, Samira se transforme en Cécile. Cécile Dabé envoie le même CV, envoie la même lettre de motivation. Prof de français, elle fait des fautes de français grossières, pour quelqu'un on ne sait jamais. Et avec moins d'expérience, Cécile Dabé a été convoquée pour 2 rendez-vous pour la même place. Sur cette base-là, on a mené une lutte pendant 2 ans et demi au Parlement bruxellois. Je vous fais, parce qu'on a moins d'une demi-heure, je vous fais toutes les étapes. On est C'est pas une demi-heure pour vous. Non, ouais, mais je vais quand même
prendre plus que les 20 secondes. Je vais prendre plus que les 20 secondes que tu m'as permis sur les 3 premières questions. Et sur cette question-là, on a un ministre, Didier Gauzoin, défi. Normalement, tous les ministres se disent compétents de plein de choses. Et en région bruxelloise, lui disait que j'étais pas compétent sur cette matière-là. On a mené une lutte, et Écolo nous a rejoint, l'associatif était présente sur cette lutte-là. Et Didier Gauzoin a été, après 1 an et demi, on a amené des constitutionnalistes en commission qui lui ont fait dire que c'est la compétence en région bruxelloise, et on a adopté une loi, la loi testing. La loi testing en région bruxelloise. Si hier, il y a 1 an et demi, Didier Gauzoin disait non, j'en veux pas, aujourd'hui, je l'ai vu sur plusieurs débats, sortir les pectoraux, on est la première région, européenne à avoir une loi progressiste qui va aussi loin pour lutter contre les discriminations. Cette loi testing, il lui manque 2 choses pour être réellement efficace. La dimension proactive et systématique, c'est-à-dire qu'on a des inspecteurs régionaux à Bruxelles, et c'est aux inspecteurs régionaux de Bruxelles d'aller vers le marché de l'emploi, d'aller vers le marché locatif pour aller déceler tous ces patrons et ces propriétaires qui discriminent. Ces 2 aspects ne sont toujours pas dans la loi, on ne lâche pas l'affaire, et comme dans ce débat-là, on aime parler d'après 26 mai, les prochaines coalitions. Moi, c'est un aspect avec le PTB qui est juste à la marge. Le plus important, c'est la mobilisation citoyenne. Ça, vous le savez très bien. C'est comme ça qu'on met la pression sur les politiques. C'est comme ça qu'on fait avancer les débats. Et juste un petit exemple qui sera bien concret. On voit très bien les jeunes qui ont manifesté tous les jeudis sur les questions du climat. Et un dossier qui était enfoui dans tous les dossiers. Ils ont su le ressortir. Et je pense que le climat, ces jeunes-là ont fait qu'aujourd'hui, il est sur l'agenda politique. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Entre le Nord, le Sud et Bruxelles, bien à Bruxelles, on prend nos responsabilités. Je crois que je ne peux pas être plus clair que ça. Et en effet, nous le disons parce qu'il est juste de le dire, parce que nous considérons que c'est la mise en pratique d'une liberté fondamentale, cette liberté fondamentale étant la liberté de culte, la liberté de religion. La liberté de religion implique la mise en pratique de cette liberté. Voilà. Et à ce sujet, je voudrais dire aussi que il y a des interférences avec cette liberté fondamentale qui prennent parfois des détours qui sont assez inouïs. Moi, j'en ai découvert une dans ma commune, mais je peux en découvrir d'autres par ailleurs. C'est quand on mobilise, par exemple, un corpus juridique comme le corpus urbanistique pour entraver non pas simplement une liberté religieuse, mais aussi une liberté d'association. Et on voit des dossiers comme ça d'urbanisme qui traînent sans qu'on sache très bien pourquoi et comment. Non, la Constitution, c'est la Constitution. Et il n'y a pas une Constitution à géométrie variable. Le droit pour les personnes de confession musulmane de s'associer, de s'organiser en mosquée, c'est une liberté fondamentale. La liberté religieuse de pouvoir pratiquer son culte de manière libre et non entravée, c'est une autre liberté fondamentale. Oui. Mehmet Seguin soulignait surtout la question de l'ingérence dans la question du culte. Par rapport aux signes convictionnels, je pense que le SPA, pour le moment, n'a pas de sang à recevoir. Je pense qu'au contraire, on a montré l'exemple, puisqu'effectivement, il y a eu des difficultés, on a eu des problèmes à Anvers, et il a fallu faire des rapports de force énormes. Et je remercie Bertensio, qui est le président d'Acteris, avec lequel, à l'intérieur de nos partis, on a dû travailler, négocier, discuter, pour mettre ça aussi dans le programme, pour dire pas d'interdiction de signes distinctifs religieux dans le service public. Que ce soit une fonction d'autorité ou pas d'autorité. Je dis souvent, un policier peut avoir un beau costume bleu, mais si c'est un raciste, je ne vais pas le voir. Mais quand je vais aller au commissariat, non seulement je ne vais pas le remarquer, mais je vais certainement le sentir, parce qu'on ne sait pas savoir si c'est quelqu'un de positif ou négatif. Donc la seule chose qui doit être neutre, c'est le service rendu à la population. Personne d'entre nous n'est neutre. Quand on arrive dans un guichet, la personne est en face, je dois demander un permis de conduire, excusez-moi, et il me demande 3 photos, 22 €, et c'est pas parce que je porte un foulard ou un kippa ou parce que je suis noir qu'il va me traiter autrement. Okay. Il doit régler. Okay, merci. Pour la question du port du foulard, donc notre programme est clair, vous l'avez en fait synthétisé tout à fait correctement. Il est le fruit d'un long débat en interne. Je voudrais dire que la position du parti, c'est une position qui a été établie, qui se retrouve donc dans le programme depuis plus de 5 ans. C'était déjà le cas pour les élections avant. Donc on est donc contre l'interdiction des ports conditionnels, sauf pour les fonctions d'autorité. Vous les avez rappelés, vous avez exemplifié. Ce débat était difficile parce que les différences d'interprétation entre les Wallons et les Bruxellois sont parfois importantes. Il faut pouvoir le dire. Parce que la réalité sociologique est différente. Il y a moins de musulmans en Wallonie, pour être clair. Et donc il y a moins de contacts directs. Je veux dire, moins de nos militants wallons, nos sympathisants et parfois nos mandataires sont en contact direct avec des femmes qui portent un foulard. Ici, à Bruxelles, nous sommes tout le temps en contact avec des femmes qui portent un foulard.
Et nous travaillons avec elles au quotidien. Et donc, voilà, il n'y a pas de mythologie derrière ça. Pour un certain nombre de personnes en Wallonie, il y a toujours une mythologie là derrière. Pourquoi alors pour l'enseignement, pour les enseignantes, c'est toujours un... Pour les enseignants, sauf le cours de religion, parce qu'on considère que c'est une fonction d'autorité. C'est le compromis interne qui a été trouvé au sein du parti. Et donc c'est celui de notre programme, c'est celui que nous défendons. Et donc, oui pour la fonction publique, non à l'interdiction, oui pour la fonction publique, pas pour les fonctions d'autorité, genre enseignant, sauf prof de religion évidemment, juge, etc. C'est notre programme et je l'assume. Sans logique, donc c'est une position Comment ça, d'équilibre sans logique, c'est une... disons que l'idée était de se dire que non seulement effectivement le représentant de l'autorité publique doit être neutre dans son comportement, mais il doit aussi donner confiance et l'impression de la neutralité. Alors, s'il s'agit de fonctionnaires régionaux, locaux, etc., bon, voilà. S'il s'agit d'un juge, alors je sais que dans les pays anglo-saxons, ça ne pose strictement aucun problème, donc c'est une question de modèle, mais effectivement, l'équilibre interne, chez nous, beaucoup de gens ont dit, oui, mais un certain nombre de personnes pourraient penser qu'elles vont être mal jugées ou jugées avec des préjugés. Avec une couleur de peau aussi. Potentiellement, mais là c'est un signe convictionnel. Une couleur de peau n'est pas un signe convictionnel, n'indique pas vos convictions. Vous pouvez être noir et vous pouvez être laïque, vous pouvez être musulman, vous pouvez être... Un logo vestimentaire. Alors un logo c'est interdit aussi. Hein. Un juge, il a une toge, etc. Justement pour que même ses vêtements soient impartiaux. C'est pour ça que les juges ont des toges en fait. C'est pour qu'on ne puisse pas dire, regardez, il est habillé comme ça, donc il pense comme ça. Donc c'est quand même important d'avoir ça en tête. Et c'est pour ça que nous avons aussi inscrit que nous n'étions pas d'accord sur les fonctions d'autorité. Mais pour le reste, avançons. Effectivement, le jugement Actiris est un bon jugement et ouvre des portes. On a mis la position des couleurs. Très bien. Effectivement, Mehmet, tu l'as bien développé, c'est dans l'acte et dans le service. On juge la neutralité, donc c'est pour ça que pour le PTB, nous sommes pour donc, le port convictionnel de signes convictionnels aussi bien en front office, en back office, aussi bien pour les enseignants. Ça, c'est clair et net. Tu as dit, Mehmet, que tu voulais nous entendre sur la position du bureau politique, pas du candidat. Ben, moi, je suis assez à l'aise avec ce principe-là, et je voudrais quand même le rappeler, et Ahmed en a touché un mot, mais il n'avait pas le micro. En fait, qu'est-ce que vaut les programmes quand il y a une coalition qui arrive dans une majorité? Ici, j'entends des partis politiques qui nuancent beaucoup entre les régions et tout ça, mais même ici en région bruxelloise, si je vais à Schaerbeek, si je vais à la ville de Bruxelles, effectivement, si je lis le programme du parti, par exemple, Écolo et PS, on a des programmes, vous avez des programmes assez sympas pour la liberté du port convictionnel, mais quand on arrive en majorité, on discrimine sans aucun stress. Donc, aussi bien donc, le bureau politique, la position, c'est important, mais aussi voir un petit peu dans les actes, dans les règlements qui sont posés quand on arrive en majorité. Je pense que c'est aussi un fait qui est ultra important. Et pour nous, le PTB, c'est aussi un point de rupture pour nous. Donc, avant d'aller dans une majorité, on discutera aussi. Donc, pas question pour nous d'aller dans une majorité et pouvoir discriminer sous prétexte que les règlements sont déjà pris. Pour nous, c'est un point de rupture important. Ça, je devais le dire. Alors, en ce qui concerne le port des signes convictionnels, alors là aussi, le principe de la neutralité prévaut. Dans la fonction publique, mais dans les contacts avec les usagers, tout simplement parce que ce soit une personne qui porte la kippa, le turban ou le voile, on estime que l'usager qui est en face de cette personne n'a pas à se sentir un traitement différent parce que la personne qui est en face de lui ne partagerait pas ces mêmes valeurs. Donc c'est un principe qui est important et c'est un principe que le MR soutient. Et par rapport aux écoles également, jusqu'à 18 ans, comme les autres partis.